Jean Varela, ça doit être un régal de faire la programmation d'un grand festival. C'est un privilège, c'est un régal, d'autant plus que nous le fabriquons en équipe. Et que c'est une équipe qui porte ce festival, qui va fureter à droite, à gauche, pour essayer de repérer des spectacles qui rentreraient dans ce grand état du théâtre, du cirque et de la musique que nous nous efforçons en juin à présenter à Montpellier chaque année depuis maintenant plus de 30 ans. Et donc c'est une joie, une responsabilité aussi, à savoir inscrire ce festival dans cette grande lignée du théâtre d'art, de la décentralisation, et faire partager par un travail de relation, par un travail d'échange, au plus grand nombre de spectateurs possible, cet enjeu artistique, cette exigence artistique. D'où ces choix multiples de théâtre d'auteur, de théâtre d'art, mais aussi de cirque, de danse et de spectacles proches de la musique, comme des comédies-ballets. Oui, c'est d'abord l'histoire du festival. C'est une histoire qui appelle, depuis qu'il a été créé par Gérard Somade et Daniel Bedos, un panel pluridisciplinaire montrant de la musique, de la danse, à l'époque des cultures du monde, du cirque et du théâtre. Et puis, c'est aussi la configuration du domaine d'eau qui nous offre divers théâtres, diverses jauges. Le grand amphithéâtre de 1800 places, où on ne peut pas présenter le même objet artistique qu'au théâtre Piau de 200 places, ou dans la salle Gabriel Monet de 80 places, ou dans le théâtre Jean-Claude Carrière de 600 places. Et puis aujourd'hui, nous offre la possibilité d'aller en ville et d'aller présenter, par exemple, à l'Opéra Comédie ou au Centre Dramatique National au Théâtre de Grammont. Du coup, lorsqu'on a la possibilité de montrer une œuvre à l'Opéra Comédie, on pense que cet opéra pourrait être l'écrin merveilleux pour la comédie-ballet que va monter Jérôme Deschamps, le Beau Gentilhomme avec Marmikowski, les musiciens du Louvre, et puis ce travail que j'aime à qualifier d'archéologie burlesque de Jérôme Deschamps, puisque son ambition est de montrer la pièce comme Lully, Molière et Beauchamp l'ont créée en 1670 pour le roi. Et en même temps de nous faire sentir que nous sommes encore très proches de ce type de théâtre et que nous pouvons toujours rire aux découvertes émerveillées du naïf Monsieur Jourdain. Oui, c'est l'universalité de Molière qui nous touche. L'homme n'a pas véritablement évolué, il n'y a pas de progrès dans l'homme. Et comme le génie de Molière a inventé des répliques qui sont devenues maintenant des phrases du langage courant, c'est de la prose ignorante. Voilà plus de 40 ans que j'en dis sans que je n'en suce rien. Je suis un mamamouchi. Tout ça est carrément devenu langage courant, ou le bourgeois gentilhomme, cet homme qui veut s'élever. Donc on rit, on s'émeut, car ce monsieur Jourdain est aussi un homme terrible. Et la dernière réplique qu'il adresse au public, qui est adressée à sa femme, c'est « Et ma femme, je la donne à qui la voudra ». Tout ça avec cette partition merveilleuse de Lully, et notamment cette marche des Turcs, qui fait que Molière et Lully inventent un art total, un nouveau genre, la comédie-ballet. Et c'est ce que nous allons présenter début juin. Et il y aura aussi une autre forme de proche de la comédie musicale, pourrait-on dire, avec le spectacle que dirige David Lescaut. Oui, c'est un peu la descendance historique qu'a donné la comédie-ballet, l'opéra bouffe, l'opérette, et plus tard la comédie musicale. Cette comédie musicale qui raconte à la fois une histoire et qui l'entremêle de danse et de musique. Et David Lescaut était, je pense, l'homme de la situation, l'auteur de la situation. On connaît son écriture vive, sa capacité à entendre des dialogues pour les acteurs, à donner de l'épaisseur aux personnages. Et en même temps, on connaît son travail musical. On se souvient de ses derniers spectacles, notamment monté à la Comédie Française l'an dernier, les ondes magnétiques sur la libéralisation de la bande FM par François Mitterrand. On se souvient l'an dernier à Avignon du merveilleux spectacle sur Nina Simone. Et l'idée qu'il travaille sa fable, Une femme se déplace, autour de l'émancipation féminine, en la mêlant de musique, de chant, de danse, en faisant une véritable comédie musicale, était quelque chose d'assez plaisant. Vous parliez de la joie
de mettre en musique, c'est le terme, la programmation. Donc ce projet est plaisant et s'inscrit totalement dans cette grande histoire du théâtre musical et cette grande programmation de cette édition. Il y aura aussi, dans l'affiliation à Molière, une façon de raconter à nouveau l'histoire de Don Juan en s'inspirant et de la pièce de Jean-Baptiste Molière et dans la pièce ou dans l'opéra de Mozart. Vous avez tout à fait raison de mettre en relation cette œuvre de Molière à la Comédie-Ballet, puisque Franck Castorf a choisi de s'appuyer sur la pièce de Molière et sur le librettiste Lorenzo da Ponte, qui donnera le Don Giovanni quelques années plus tard, hein, puisque Molière crée en 1665, et avec le Don Giovanni, on est dans les années 1780, je pense. Et il y a là une continuité, une fraternité théâtrale, entre ces deux artistes majeurs de leur temps, Jean-Baptiste Poquelin et Franck Castorf. Les deux ont connu le rapport aux politiques, l'un à Versailles, l'autre à Berlin. Les deux ont dû lutter et on sent, me semble-t-il, cette fraternité qui lie Castorf et qui donne à Castorf prétexte à nous embarquer dans un grand voyage avec ce Don Juan. C'est le grand voyage des comédiens. Et on voit l'amour qu'a Castorf pour les comédiens, et les comédiens le lui rendent bien, puisqu'ils lui permettent de questionner, de tordre le mythe et d'interroger le donjuanisme, avec un Don Juan très musical aussi, puisqu'on y va, on visitera la musique baroque qu'on entendra, et puis on ira jusqu'au rock'n'roll des années 1970. Donc, dans un Don Juan qui n'est pas sans rappeler le Casanova de Fellini. J'ai lu tous les livres et la chair est triste. Voilà. C'est un hommage au théâtre et un hommage au cinéma. Il faut toujours avoir en mémoire que Franck Castorf a été un des premiers metteurs en scène à utiliser la caméra. Et dans ce Don Juan, il le fait merveilleusement bien, à tel point qu'il nous montre non seulement des détails de corps, de regard, de costumes. Et du coup, on est à la fois dans les frères Le Nain, dans des clairs-obscurs, mais dans la magnificence des Rubens. Et puis, il nous montre des endroits de la scénographie que le spectateur dans la salle ne pourrait pas voir. Donc, c'est assez merveilleux, car ça agrandit le plateau qui est cette lanterne magique. Et dans une longue durée. Dans une durée très longue. Mais vous savez, Gérard, au théâtre, la durée n'a pas de sens. On peut s'y ennuyer au bout de 5 minutes, et au bout de 4 heures, comme c'est le cas avec ce Don Juan, ne pas avoir vu le temps passer, et se dire, mais déjà le commandeur arrive. Et on est donc aussi dans cet état d'émerveillement devant le théâtre, comme si on y retrouvait parfois l'esprit d'enfance. On est devant l'émerveillement de M. Jourdain, qui se rend compte à la belle chose que de savoir quelque chose. Voilà, c'est de la prose ignorante. Et voilà 40 ans que j'en dis sans que je n'en suce rien de la prose. Donc il y a cette gourmandise-là, du savoir. Et puis nous sommes invités à découvrir cette gourmandise du texte, du sens ou de l'espace. Et quand on a deux metteurs en scène qui, chacun dans leur genre, Castorf et Jérôme Deschamps, ont inventé une esthétique au plateau, une langue au plateau, on est comme devant soit les premiers spectateurs du cinéma devant l'arrivée du train en gare de la Ciotat, émerveillés de voir ce que aujourd'hui encore le plateau peut nous réserver de surprises, de peur, d'effarement. Et je pense que on questionnera ça avec Simon McBurney et son utilisation merveilleuse des dernières technologies. Et en même temps, devant les premiers spectateurs qui, au XVIIe siècle, ont découvert la machinerie des constructeurs de la navale, avec la tradition de Sabatini, ce grand constructeur de décors. Donc, c'est merveilleux de montrer que le théâtre s'inscrit dans cette tradition-là, de faire la mer avec un tissu bleu qu'on agite, et en même temps d'utiliser le son total, comme l'avait fait McBurney avec The Encounter il y a quelques années, ce son en 4 dimensions, l'image, la vidéo, et être à la pointe des technologies. Donc le théâtre est toujours un champ d'expérimentation. Le théâtre l'a toujours été. C'est l'art du vivant, c'est l'art de la présence, et en même temps, c'est l'art renouvelé pour
faire de cette boîte noire un endroit toujours re-questionné. Et quand Tchekhov écrit La Cerisée en 1904, il était influencé, je pense, par l'apparition du cinéma, quelques années avant, qui va révolutionner notre regard. Et du coup, l'art de l'acteur chez Tchekhov connaît une évolution fondamentale, portée par le théâtre d'art. Donc on est toujours en mouvement. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce cas-là, tout un aspect du théâtre qui passe par la présence directe de corps en mouvement, de jeux en mouvement, ce qui nous amène dans des spectacles où tout se passe sur un escalier, en rebondissement, ou dans des spectacles de danse, où aussi on est entraîné dans une maison, mais d'une façon qui ne passe pas par la parole écrite par un auteur et distribuée comme cela aux différents personnages. Vous savez, dans le spectacle de Frank Castorf, un des grands moments d'émotion que j'ai eu comme spectateur, c'est lorsque un des deux Don Juan vient tout simplement et s'assoit au plateau face au public sans rien faire. Et comment sa seule présence au plateau, sans rien dire, sans rien faire, crée la catharsis, crée le théâtre et théâtre. Et on peut de là tisser ce lien avec le travail de Rizzo, puisque vous parlez de lui et de sa pièce Une maison, où ces 14 danseurs vont, par le lien qu'ils ont entre eux, par la friction des corps, mais également par le rapport à l'espace. Et il faut dire que la scénographie de Cathy Olive, faite de néons, de tubes lumineux, qui passe à rappeler le travail du plasticien François Morlet, participe de ça. Et la friction des corps, leur échange avec le son, la lumière, cette scénographie crée la narration. Alors que cette pièce n'est pas une pièce narrative. Mais la narration nous parvient grâce à la présence des corps, à leur travail, à leur développement dans cet espace-là. Et on est aussi dans cette réflexion-là sur ce très beau travail, cette pipite qui est une révélation du dernier festival d'automne à Paris, qui est Le Grand Sommeil de Marion Siffert, où par une idée très simple, celle d'hybrider un corps, en fait, de faire jouer par une interprète adulte le rôle d'une enfant, incarner une enfant quand on est une adulte. Et cette adulte, c'est une comédienne, mais aussi une plasticienne, Elena de Lorens. Et c'est par ce travail à la fois de comédienne, de verbe, avec un jeu qui n'est jamais convenu, et par un travail corporel qu'elle incarne, cette enfant grande. Et puis il y a, et vous le citiez en entame sur cette question, le merveilleux point d'équilibre de Johann Bourgeois, avec ses machines, elles n'ont pas pensé par Sabatini, mais plutôt par Léonard de Vinci, avec ses escaliers qui n'en finissent pas, ses chausses-trappes, ces trampolines qui permettent une réflexion sur l'homme volant, sur les enfants d'Icare. Et on est dans cette poésie-là, des corps qui, là, cherchent un équilibre toujours précaire, cherchent une survie, et nous montrent cette quête par le prisme de la poésie. Et pour la virtuosité des corps, il faudra aller voir les 5 doigts de la main, alors la troupe légendaire. Oui, on est déjà dans une virtuosité absolue avec Johann Bourgeois, et on est dans une autre tradition avec les 5 doigts de la main. On est dans la tradition nord-américaine. On est dans quelque chose qui tend à la perfection de la performance. Et les 7 doigts de la main, et non pas les 5 doigts, comme j'ai dit, sont un modèle du genre, c'est-à-dire montrer comment le corps et les corps ensemble peuvent tendre à une perfection de la technique de cirque. Et en même temps, nous embarquer dans une histoire, dans une fable, celle de voyageurs dans un train. Et pour moi, c'est le même questionnement que ce dont on parlait sur le cinéma, comment le train et l'image défilant derrière la vitre a aussi, dans les années 1860,
re-questionner notre regard et nous a amenés ailleurs. Et je crois que la metteur en scène des Sept Doigts de la Main parvient à la fois à nous montrer des corps dans leur perfection technique et en même temps à faire poésie. C'est comme si on avait un poème acrobatique sous les yeux. Oui. Un petit peu. Oui. D'accord. Est-ce que on peut considérer aussi qu'on va entendre des auteurs nouveaux? On a parlé de Molière. Quoi de neuf Molière, dit Sacha Guitry, oui, hein. oui, mais enfin, et il y a aussi des auteurs, au contraire, de notre temps qui sont présents et qu'on va avoir la joie d'entendre comment les comédiens disent et s'approprient leurs textes, et nous serons comme ça curieux de découvrir ou de redécouvrir les œuvres de ces gens-là. Il y a plusieurs noms qui peuvent venir, qui sont importants pour se faire une idée de cela, entre Rambert et Wajdi Mouawad, par exemple. Oui, alors on a la grande joie, c'est une chance, un privilège d'accueillir Pascal. Il s'est aussi frotté avec les arts plastiques et il est un de nos auteurs aujourd'hui les plus reconnus dans le monde. Et il vient avec les étudiants comédiens, mais pas seulement. Plasticiens, scénographes, créateurs de lumière du Théâtre national de Strasbourg. Et quand on pense à l'Europe, on pense à ce théâtre qui est le seul théâtre national en France hors Paris, implanté à Strasbourg, dans le cadre de cette refondation de l'Europe et de cette amitié franco-allemande tellement nécessaire après la catastrophe des années 1940. Et Pascal viendra avec ce groupe de comédiens s'installer dans ce qui est pour moi le lieu le plus merveilleux du domaine, qui est le bassin asséché, ce grand bassin du XVIIe siècle, entouré par ces pins séculaires. On dirait en Hubert-Aubert quand on y arrive, c'est assez merveilleux. Et il viendra donner cette pièce Mon-Vérité qui a été spécialement écrite pour chacun des interprètes. C'est au cours de cette année de travail qu'il a mené avec eux, d'interviews, de photographies de chacun d'eux, que Pascal écrit cette fable. Et cette fable, c'est une fable sur l'espérance, comment un groupe de jeunes gens va penser la refonte du monde pour essayer de créer un monde meilleur. Et puis, la présence de Wajdi Mouawad, qui vient avec sa création de nouveaux directeurs du Théâtre national de la Colline, Tous des oiseaux, qui est une fable contemporaine, mais s'appuyant sur des mythes très anciens. Et le théâtre a toujours cherché, dans des mythes ou dans des canevas anciens, matière à se renouveler. Et c'est le cas là, puisqu'on est à la fois dans le mythe de Moïse, l'enfant qui ne sait pas d'où il vient, qui ne connaît pas ses origines, dans Roméo et Juliette, l'amour impossible, et dans cette histoire d'un jeune garçon juif qui tombe éperdument amoureux d'une jeune fille arabe. Et comment cet amour impossible va créer la catharsis théâtrale, et comment Wajdi, grâce à une écriture à la fois très fluide, très percutante, va nous embarquer dans une épopée autour du monde. Et il va décider, c'est la grande force de ce spectacle, me semble-t-il, porté par une distribution à l'aura exceptionnelle, il va décider de faire jouer chacun des personnages, des acteurs, dans sa propre langue. Et du coup se crée sur le plateau une Babel des langues, où on entend à la fois l'hébreu, l'allemand, l'arabe, toutes les langues qui se parlent dans ces territoires de Jérusalem, de la Palestine, qui se croisent là, et qui, nous, au plateau, nous permettent de découvrir, d'entendre une nouvelle langue, une nouvelle musicalité. Et le tout est totalement sidérant. Et il y a, pendant ce temps-là aussi, des jeunes troupes qui essaient d'approcher des textes, des auteurs, des histoires. Et ce sont, dans bien des cas, des gens qui sont accompagnés depuis un certain temps. Je pense à First Trip, notamment, que Katia Ferrara met en scène. Et vous avez repéré son travail à l'époque où elle était à l'école de l'ENSAD à Montpellier. Et elle est maintenant programmée au printemps.
Oui, mais ça, c'est la grande chance de Montpellier. C'est cette chance d'avoir une grande école de théâtre. Cette école nationale supérieure d'art dramatique, longtemps dirigée par Ariel Garcia Valdez, après Richard Mitou, aujourd'hui Gilles Dazmilin, qui est le nid, la source de ce qu'on peut construire dans les années à venir sur ce territoire, à savoir une filière du théâtre. Car nous avons maintenant des artistes, des comédiens très très bien formés et qui, grâce à la présence d'institutions nombreuses sur le territoire, peuvent travailler ici, peuvent développer leur art, peuvent prospérer. Et si nous continuons dans cette voie, d'ici quelques années, on fera de cette ville un lieu de repérage. Comme on allait il y a quelques années à Dijon, à Rennes, à Paris, chercher des nouvelles aventures théâtrales, je crois qu'on viendra à Montpellier les chercher. Et parmi cette jeune génération, il y a Katia Ferreira. En effet, Katia Ferreira m'a proposé il y a 3 ou 4 ans l'adaptation au théâtre du roman Virgin Suicide, qui est ensuite devenu le film réalisé par Sofia Coppola. Et j'étais très surpris, très impressionné qu'une jeune metteur en scène, dont on avait vu, souvenez-vous, un Horvat assez fort présenté au printemps, s'embarque dans une aventure aussi impressionnante, avec nécessitant autant d'acteurs au plateau. Et du coup, nous lui avons proposé, il y a 2 ans, de faire un essai, un chantier pendant le festival. Ça s'était déroulé dans un gymnase au lycée Jean Monnet. Et ce chantier, avec cette distribution de comédiens de son âge, mais aussi de comédiens plus confirmés, nous avait séduit. Et du coup, nous sommes fédérés, le Festival Paris l'été, la Maison de la Culture de Grenoble, pour porter la production. Et Katia réussit une écriture scénique remarquable, où elle alterne les scènes d'incarnation et les scènes de narration. Et elle fait jouer aux 4 garçons, dont un est le merveilleux comédien qu'on a vu l'an dernier dans Festen, de Cyril Test, Mathias Labeille. Elle leur fait jouer ces rôles de narrateurs, qui ne sont pas sans rappeler les rôles de messagers dans la tragédie antique, et qui viennent nous indiquer, à nous, spectateurs, ce qu'il va se passer ou ce qu'il s'est passé. Et elle file comme ça dans cette histoire très forte, très puissante, allant par des flashbacks, des avancées. Elle file comme ça et nous la suivons avec joie, car l'esthétique, le rapport à l'image, elle utilise un peu la vidéo, porte merveilleusement ce spectacle qui s'appelle maintenant First Trip. Et il y a une autre compagnie, Machine Théâtre, qui aussi est constituée d'anciens élèves de l'ENSAD à Montpellier et qui est ici dans la région depuis un peu plus longtemps et qui là va accéder au grand amphithéâtre. Oui, vous avez raison de souligner le fait qu'il joue à l'amphithéâtre. C'est pour nous, au printemps, un choix que je qualifierais de politique. C'est dire, à un moment donné, les compagnies qui travaillent ici, qui œuvrent ici, sont maintenant, grâce à ces politiques publiques trentenaires, sont maintenant en mesure d'être dans le lieu emblématique du festival et de jouer à l'amphithéâtre. Et il faut dire que l'adaptation de Crimes et Châtiments que signe Nicolas Auton et le collectif Machine Théâtre est réjouissante. Elle est réjouissante par la puissance théâtrale qu'elle génère. C'est un spectacle envoûtant du début à la fin. Il arrive à raconter cette histoire de ce jeune Raskolnikov qui va connaître la rédemption par la rencontre avec des figures telles que cette jeune prostituée, merveilleusement interprétée par Alizé Soudé, par ce commissaire de police, porté avec beaucoup de présence par Alex Hellman. Et l'ensemble de la distribution est amené par Frédéric Bory,
qui trouve dans ce rôle une partition à sa mesure. Il me semble que dans ce spectacle, Frédéric Bory explose le plateau. Et là aussi, on peut parler bien sûr de l'avancée des compagnies régionales qui travaillent en région. J'aime pas ce terme de régional. On est toujours Ivo Vanov et le régional d'Amsterdam, si vous voulez. Ils travaillent ici. Mais on peut aussi parler de l'avancée des interprètes. Et quand on voit un Alex Hellman, quand on voit un Mathias Labeille, quand on voit un Frédéric Bory, on se dit que ça vaut le coup d'attendre, d'accompagner, et aujourd'hui de dire aux spectateurs, venez voir ce Crime et Châtiment, parce que vous allez vivre un grand moment de théâtre populaire. Oui, puisque Dostoïevski est quand même un auteur qui continue à fasciner les gens de théâtre et qui continue à toucher profondément les lecteurs et là les spectateurs, dans ce cas-là, qui auront l'occasion de revoir, revisiter ou d'être attirés vers cette écriture et ces romans magnifiques. On sent que Dostoïevski a été très marqué par le théâtre de Schiller, le théâtre de Shakespeare, par Victor Hugo, par également les œuvres feuilletonesques d'Alexandre Dumas, et sa littérature est déjà théâtre. C'est cette foultitude de personnages qui apparaissent avec ces évolutions psychologiques sont propres à faire théâtre. Et parmi tous les interprètes, il y a aussi des gens très jeunes. Il y aura des collégiens, des lycéens qui, à travers aussi des spectacles qui sont encadrés, proposés tout au long de l'année, vont être présents au Printemps des Comédiens. Oui, c'est une des missions de service public du festival, accompagner toutes les générations, on l'a dit, vers le théâtre d'art. Et depuis plusieurs années, en partenariat avec le département de l'Hérault, le conseil départemental, nous menons des stages dans divers collèges de Montpellier, où des comédiens professionnels vont diriger des ateliers autour de Shakespeare et de la citoyenneté. Et là, le partenariat avec l'université Paul Valéry et Florence Marc et le centre de recherche autour de Shakespeare nous y aident beaucoup. Et ces collégiens viennent pendant 2 jours au printemps montrer le résultat de ces travaux. Et en amont du printemps, ce sont toujours des journées très, très fortes, ils sont accueillis par l'équipe du printemps et on leur fait découvrir la totalité des métiers qui entourent la vie d'un théâtre. Les métiers de l'administration, de la comptabilité, les métiers de la communication, des relations au public, les métiers de la billetterie, les métiers techniques. Et là, il est réjouissant de voir que des jeunes gens qui peuvent penser que le théâtre est un art ancien découvrent que le théâtre, comme on l'a dit, utilise les techniques et les technologies les plus en pointe, tant pour la lumière que pour le son, que pour l'image aujourd'hui. Et on leur montre les divers lieux, les diverses scénographies, les divers théâtres, et qu'on ne voit pas un spectacle de la même façon au théâtre Jean-Claude Carrière ou à l'amphithéâtre d'Eau. Et donc, on fait un travail pédagogique de formation qu'on va amplifier cette année en accueillant un très beau projet, celui que nous a proposé Camille Dalloz, qui, lui, a décidé de travailler avec des lycéens de Toulouse et lycéens de Montpellier, que nous allons réunir pour montrer, pendant le Printemps des Comédiens, cette adaptation de ce roman américain, La Troisième Vague, une réflexion sur le totalitarisme, l'endoctrinement. Et c'est très fort de voir ces lycéens réfléchir sur un temps de notre histoire, la montée du nazisme, et se confronter à leurs pratiques aujourd'hui, et je pense aux pratiques concernant les réseaux sociaux, et voir comment il faut toujours garder un temps d'analyse, un temps de recul pour analyser, et pour ne pas tomber dans les pièges de la facilité politique. Et ce spectacle les accompagne fortement vers cette formation citoyenne. Et du coup, on y retrouve nos préoccupations, celle du théâtre public, celle de l'émancipation par l'art. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a aussi toute une voie qui nous amène à réfléchir à la politique à travers certains spectacles, dont celui de Creusevaux notamment? Oui, le banquet le capital. Théâtre, pour moi, est par essence politique. Le seul fait de monter sur le plateau et de prendre la parole est politique. Et là, vous avez raison, j'ai souhaité qu'on ait une réflexion sur l'état du monde.
Et le collectif d'ores et déjà de Sylvain Creusevaux nous y a habitués en nous montrant depuis plusieurs années un travail mêlant recherche historique et improvisation. On a vu leur très beau travail sur la Révolution française, Notre Terreur, et là, s'appuyant sur le Capital de Marx, ils nous conduisent au moment où la Deuxième République, en 1848, tangue. Et ce spectacle, le banquet Capital, permettra aux spectateurs d'être présents comme dans une assemblée générale qui fait suite à un moment très fort qui est la construction d'une barricade rue de Rivoli. Et après cette barricade, on vient faire le point et on vient décider de ce qu'on va faire. Donc c'est un théâtre de grande proximité, un théâtre qui abat le rapport scène-salle, un théâtre sur la mémoire politique pour mieux comprendre le monde aujourd'hui. Et du côté de warm-up, il y a aussi des spectacles qui vont nous aider à réfléchir à notre temps présent. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ce warm-up? Warm-up, c'est un tour de piste, un tour de chauffe. C'est un endroit qui s'inscrit dans cette idée de filière du théâtre à Montpellier, d'accompagnement des artistes sur le long temps et leur permettre de venir présenter des chantiers, des esquisses, de venir tester devant un public des textes et en même temps d'inviter des professionnels, des diffuseurs, des directeurs de lieux pour voir ces artistes en état de recherche, pour rentrer dans l'atelier et avoir pour les artistes moins de pression que de jouer à l'amphithéâtre. Et puis on dit, oh, tiens, cet objet nous semble intéressant et cet objet, on va l'amener jusqu'à la production. Donc c'est aussi quelque chose qui tient de la pépinière pour le Printemps des comédiens. Et certains des artistes que vous verrez là, vous les retrouverez sur les saisons futures, sur des productions plus abouties, plus larges. C'est un peu le chemin que nous a montré Katia Ferreira avec First Trip. D'abord un chantier et aujourd'hui la production. Et puisque vous parlez de texte politique, il m'a amusé que, à côté de Marx, nous ayons son beau-fils, Lafargue, puisque Luc Sabot a décidé, dans ce spectacle qui va s'appeler La religion du capital, de mettre en scène ce texte qui s'appelle L'éloge de la paresse. Très bien. Il y a aussi du cirque, sous chapiteau et sans chapiteau. Oui, il y a une programmation de cirque de diverses esthétiques. D'abord, sous chapiteau avec cet artiste incroyable, Nicolas Hous, dont la critique dit qu'il est à la fois l'Auguste et le clown blanc, en un seul personnage, et qui, sous ce chapiteau, en nous montrant comme il se doit les meilleures performances en termes de cirque, de trapèze, de musique, de jonglerie. On est vraiment dans cette tradition-là du cirque performance, mais dans une esthétique européenne, en rapport, je vais y venir, au 7 doigts de la main. Et en même temps, Nicolas Hous nous délivre un message qu'on peut qualifier de politique, nous mettant en garde sur l'état du monde, sur l'épuisement des ressources et sur le fait que notre monde est fragile. Et il nous le fera découvrir et vivre, puisque son chapiteau va brinque-baller et nous allons avoir à un moment donné l'impression que cette scénographie merveilleuse et cette toile de tente qui est le chapiteau va choir sur nos têtes, un peu comme le ciel sur les Gaulois. Donc il nous met en garde, mais joliment, et à voir en famille, à partager par le plus grand nombre. Et il y a en effet à l'amphithéâtre d'eau, c'est cette doigt de la main dont nous avons parlé, une autre esthétique, une autre façon de faire, mais toujours dans la performance. Et il me semble que dans un parcours de spectateur, voir soit les 7 doigts de la main, soit Nicolas Hous, est quelque chose d'intéressant. Ça montre les diverses voies aussi qu'utilise le cirque pour nous amener à la performance. C'est le cas avec Julien Candy, qui son cirque piètre, qui est dans un théâtre de l'économie, de la pauvreté. Et comment de cette pauvreté apparente au plateau sort la plus belle des poésies.
Et enfin, on pourrait aller vers, alors, pour un paradoxe, un spectacle qui parle au contraire de nouveauté et de début, Opening Night, qui suscite l'attention à cause du nom de sa célèbre interprète, Isabelle Adjani, et qui en même temps, là encore, une façon de nous faire approcher du théâtre en train de s'inventer. Oui, ça ne parle que de, on va dire, de stars, puisque la pièce, à l'origine, avant le film de Cassavetes, montre une grande star du théâtre, une grande actrice, rentrant en répétition, et elle assiste à un accident terrible qui voit une de ses fans écrasée sous ses yeux par une automobile. Et comment cette actrice de théâtre ne va plus pouvoir répéter son rôle de la mouette de Tchekhov. Et c'est pas un hasard si c'est ce matériau-là de théâtre qui est choisi, puisque c'est un matériau qui interroge, comme on le disait, l'art de l'acteur à un moment précis. Et cette actrice va être tellement traversée après cet accident par ses fantômes, par ses angoisses d'actrice, de femme, par le temps qui passe, qu'on la voit en grande difficulté face à ce matériau de Tchekhov. Et comment le metteur en scène, les acteurs vont essayer de l'accompagner. Et il ne m'a pas étonné que Cassavetes, en 1977, pour porter un peu plus loin ses performances filmiques, ait choisi cette pièce-là, qui montre justement une actrice répétée, une mise en abîme de l'art de l'acteur. Et lorsque Isabelle Adjani a découvert le travail de Cyril Teste, ces performances filmiques en direct, qui sont nées, pour ainsi dire, au Printemps des Comédiens il y a quelques années avec Nobody, puis l'an dernier avec Festen. Et lorsque Isabelle Adjani donc, a vu Festen et qu'elle a sollicité Cyril Teste pour travailler avec lui, il ne m'a pas étonné qu'il lui propose ce matériau-là, d'Opening Night, où on voit une grande star de théâtre, pour le coup interprétée par une grande star du théâtre et du cinéma, répétée devant nous. Car tel est l'enjeu posé par Cyril Teste, c'est de nous inviter, nous spectateurs, non pas à un spectacle terminé, mais de nous inviter dans l'atelier, dans la salle de répétition, dans le studio de cinéma, où on va voir ce moment de travail, ce moment de recherche, ce moment de mise en danger de l'acteur. Et Cyril Teste, dans sa version d'Opening Night, n'hésite pas, d'une part, à changer tous les jours quelques règles de jeu et à intervenir pendant le spectacle, comme un metteur en scène le ferait, pour diriger les acteurs. Ce qui fait qu'ils sont sur le fil en permanence. Et étant sur le fil, je dois dire qu'une vibration naît au plateau, un sentiment de danger et de joie pour nous, de les voir créer, in vivo, s'établit. Et dans cet exercice, Isabelle Adjani est rayonnante grâce à son magnétisme qu'on peut découvrir là à la fois au plateau et à l'écran, puisque vous connaissez le travail de Cyril, c'est de projeter en temps réel le film qu'il réalise, là aussi en temps réel, au-dessus du cadre de scène. Donc c'est un moment rare, un moment précieux du travail de l'acteur et de l'hommage à l'acteur. D'ailleurs, ce festival, dans sa totalité, est un hommage à l'acteur. Les acteurs de Castorf, on en a parlé, les acteurs de Jérôme Deschamps, les acteurs de Cyril Teste, les acteurs de Katia Ferreira, on pourrait parler des acteurs de Jean Bellorini, et comment Jean Bellorini, dans un instant, en s'emparant de la littérature proustienne, de la prose proustienne, et en la mêlant au propre souvenir de cette merveilleuse actrice qu'a tant chérie Peter Brook, Hélène Pataro, il fait théâtre. Comment les souvenirs personnels d'Hélène Pataro, enfant du Vietnam, arraché à sa culture, vont rencontrer les souvenirs du jeune Marcel Proust. Donc oui, ce printemps est un hommage à l'acteur, un hommage à l'actrice. Un hommage au théâtre qui est une façon pour nous d'être dans l'immédiat et d'être dans la durée d'une longue histoire. Dans la mémoire. Dans la mémoire. Dans la mémoire. C'est un peu
l'image qui nous sera peut-être proposée à la fin de la pièce de Tchekhov, La Cerisée, où le domaine a été vendu, on va couper les cerisiers, et dans la maison a été oublié le vieux serviteur Firth. Oui, et qui, je me souviens, dans la merveilleuse mise en scène de Langhoff, mettait la table, dressait la table, comme si rien n'avait changé dans la propriété. Et une fois que la table est dressée, il se retourne, constate qu'il n'y a plus personne dans la maison et dit « ils m'ont oublié ». Et on entend dehors partir les propriétaires, les jeunes gens dire « il faut vivre ». Et moi, j'ai imaginé, par-delà les siècles, par-delà le temps qui a passé, j'ai imaginé Don Juan dire à Sganarelle « je me sens un cœur à aimer toute la terre ». Et c'est un peu ça, la philosophie de cette édition du Printemps des Comédiens.